Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invité nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Ilios Kotsou. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Ilios Kotsou, bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous recevoir à Bruxelles aujourd'hui. Bonjour. Quand nous avons essayé de dresser votre portrait, Ilios Kotsou, nous avons été quelque peu perdus tant vous touchez à tout avec beaucoup de passion. Vous êtes né en 1973 à Hambourg d'une mère allemande et d'un père grec, et à l'âge de 3 ans, vous débarquez dans le sud de la France où vous grandissez dans un groupe sectaire. Vous en sortez adulte, sans diplôme, mais avec une détermination folle d'accompagner les gens vers plus de liberté, cette liberté qui vous avait tant manqué. Après avoir conseillé des sportifs de haut niveau, accompagné sur le terrain des équipes de MSF, créé une société de conseil, côtoyé Frédéric Lopez sur les plateaux de TV, vous entrez sur le tard à l'université et décrochez un doctorat en psychologie à l'Université libre de Bruxelles, où vous êtes encore chercheur. Mais vous ne faites pas que ça, vous êtes un papa très dévoué. Vous encadrez des étudiantes et des étudiants dans la réalisation de leur mémoire. Vous avez créé une association dédiée à la pleine conscience qui est une référence en Belgique. Vous donnez des conférences, vous faites méditer des milliers de personnes chaque année et vous venez de développer Présence, une application de méditation. Et dans ce parcours incroyable, ce qui a retenu notre attention, c'est votre capacité à nous accompagner avec profondeur et légèreté au pays des émotions. Un sujet vaste et complexe qui nous touche toutes et tous. En effet, qui n'a jamais bataillé pour faire face à sa propre peur ou à son anxiété. Et pour répondre à cette question, comme à tant d'autres d'ailleurs, vous avez écrit une 15aine de livres et de nombreux articles scientifiques, toujours dans le domaine de la psychologie des émotions et de la vie intérieure. Nous sommes très heureuses de vous recevoir aujourd'hui, et une question nous brûle déjà les lèvres. Est-ce qu'il y a des projets que vous rêvez encore de réaliser ? Alors évidemment, ma tête est toujours pleine de projets et avec le temps, j'apprends à les regarder avec un peu plus de distance en me disant que voilà, je n'ai qu'une vie, j'en ai pas plusieurs, et donc de mettre parfois les priorités peut-être un peu plus dans mon quotidien. Et donc ce serait de vivre pleinement ma vie et peut-être de manière, c'est peut-être trop simple, mais je me dis si je peux faire moins souffrir les gens autour de moi et moi moins souffrir. Et puis bien sûr aussi, encore contribuer à un monde un peu plus souriant, ça serait déjà très bien. Et dans ça, bien sûr, plein de livres à écrire, plein d'aventures à vivre. Mais on verra. On attend ça avec impatience. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter la militante écologiste Johanna Messi et l'autrice Christiane Singer, 2 femmes qui ont pour point commun de nous inviter à faire bon usage des crises, sans faire l'impasse sur les épreuves pour mieux les alchimiser. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Alors avant de découvrir qui est vraiment Christiane Singer, on va lui laisser la parole. Et une des plénitudes les plus parfaites est évidemment celle de la sensualité, de l'amour, de la présence à elle. Tout est là, rien ne manque. Au moment où entre l'amour dans une existence, il n'y a aucune... Qu'est-ce que vous voulez qui manque encore à des êtres ? Nous sommes en 1992, en 1992, et Christiane Singer, dans cet extrait, nous parle d'amour. Tout est dit. Elle résume toute la complexité de l'amour en une seule phrase. Et trouver les mots justes, comme ça, elle le fera toute sa vie, à travers ses ouvrages et ses prises de parole. Christiane Singer est née à Marseille en 1943, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage. Son père, d'origine juive, a dû fuir la Hongrie, puis l'Autriche à cause des persécutions, et est venu se réfugier en France. C'est là, dans le sud de la France, que Christiane Singer vivra toute son enfance et obtiendra un doctorat en lettres modernes. Depuis toujours, elle veut écrire. Elle déclare même « J'écris parce que c'est l'acte le plus insensé ».
En 1965, elle publie simultanément 2 romans, Les Cahiers d'une hypocrite et Vie et mort du Beau-Frou, qui seront les premiers d'une longue série. Elle s'installe à Vienne, en Autriche, en 1968, où elle écrit pas moins de 16 ouvrages, dont la moitié seront récompensés par des prix littéraires. En 2007, on lui diagnostique un cancer. Quand elle apprend qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre, elle nous livre un témoignage magnifique dans Dernier fragment d'un long voyage, dont voici un extrait qui nous a bouleversés. Quand tout est détruit, qu'il n'y a plus rien, mais vraiment plus rien, il n'y a pas la mort et le vide comme on le croirait, pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Du côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Alors, Ilios Kotsou, pourquoi avoir choisi de nous parler de Christiane Singer aujourd'hui ? Parce que c'est une autrice qui est vraiment inspirante, très très inspirante, et qui en même temps ne donne jamais de leçons. Et moi j'aime beaucoup de pouvoir parler de la vie intérieure en passant par des mots qui sont en fait de la poésie, mais sans jamais donner une leçon à qui que ce soit. Et donc, et puis il y a quelque part un torrent de vie qui traverse tous les écrits de Christiane Singer. Christiane disait ne jamais oublier d'aimer immodérément, ou même elle disait exagérément, c'est la seule bonne mesure. Et donc il y a vraiment ça, quelqu'un qui est en même temps très très lucide sur sa vie intérieure, sur le monde dans lequel on est, et puis en même temps, selon sa propre expression, ne jamais lâcher le fil de la merveille. Et donc les deux toujours, c'est pas opposer l'un ou l'autre, c'est être vraiment là avec toute la dureté parfois qui accompagne la vie, mais aussi toute la beauté de l'existence qu'elle souligne. Mais alors justement, le merveilleux est vraiment au centre de sa pensée. Et qu'est-ce que c'est que l'émerveillement, selon vous ? En tout cas, le merveilleux, comme je le vois chez Christiane Singer, ce n'est pas le merveilleux de quelque chose d'extraordinaire, justement. C'est le merveilleux du quotidien, c'est voir les petites choses de l'existence, c'est ne pas passer à côté de la merveille, là où elle se dévoile pour nous chaque jour. Dans le regard de quelqu'un qui traverse la rue, dans le chant de l'oiseau, dans l'arbre juste devant chez nous. Et donc on pourrait dire que c'est le merveilleux des petits riens auquel nous invite Christiane. Donc c'est notre présence qu'il nous faut habiter, plutôt qu'aller découvrir quelque chose ailleurs. On oublie justement d'habiter la vie avec tout ce qu'elle a à nous offrir. Elle dit aussi, et on a trouvé ça vraiment joli, qu'elle trempe sa plume dans cette présence intérieure. C'est un mot qu'elle utilise beaucoup. Elle dit que ce n'est pas elle qui écrit, c'est ce qui est au fond d'elle-même. Comment est-ce que vous, Ilios Kotsou, vous comprenez cette notion de présence dont elle parle tant ? Je pense que Christiane est une personne habitée, et habitée souvent par autre chose. Elle me fait penser à une personne que j'ai rencontrée, Maria João Pires, qui est une pianiste, et qui disait que lorsqu'elle est au piano, ce n'est pas elle qui joue la musique, c'est la musique qui la joue. Et donc, lorsqu'on est vraiment là présent, peut-être alors que quelque chose nous traverse. Dans les études scientifiques, on appelle ça l'état de flow. Mais ça nous demande d'être vraiment là, et d'être vraiment là totalement. Donc, avec notre corps, d'être là dans nos sensations. Christiane dit ça aussi, c'est le sens se découvre à travers nos sens, à travers nos sensations. Et c'est de pouvoir avoir nos fesses, notre tête et notre cœur réunis au même endroit, alors que bien souvent on a les fesses quelque part, la tête se balade ailleurs, et puis le cœur il est complètement fermé. Elle nous invite à avoir les trois ensemble. Et justement, elle prône une spiritualité très incarnée comme un bain de matière, un oui absolu à tout ce qui vient. Est-ce que c'est important pour vous de réconcilier la matière et l'esprit ? L'idée, c'est que la spiritualité, donc la connaissance de l'esprit, elle passe par le corps. D'ailleurs, notre esprit et notre corps ne sont pas séparés. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle souligne très bien. Ça nous fait beaucoup penser à ce qu'on a pu voir d'elle en se documentant pour l'épisode. Elle a une façon très très habitée de porter son propos. Et est-ce qu'elle vous a inspiré pour ça ? Oui, en même temps, c'est très différent parce que je pense qu'elle a une chose que je n'ai pas. Elle semble être complètement habitée, un peu comme s'il était traversé par quelque chose. Et il y a un point commun, bien sûr, c'est que quand je suis sur scène, c'est la relation avec le public qui passe avant tout. Mais je crois que là où ma force, c'est plutôt d'être dans une forme de naturel, d'être là avec les personnes, comme si je parlais dans mon salon avec une personne. Je crois que Christiane Singer, elle a quelque chose d'autre, en fait, une connexion à d'autres choses. Il y a une force incroyable qui n'est pas, voilà, c'est pas une force que moi j'ai.
Quand elle évoque son enfance, elle dit à son propos « Il y a des existences qui sont tirées par la locomotive de l'enfance. » Et vous qui avez eu une enfance si singulière, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Ça évoque évidemment que, d'une part, c'est bizarre à dire, mais c'est que quand je regarde à travers les yeux de l'enfant que j'étais, c'était déjà moi quelque part. Et oui, il y avait déjà, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, une énorme curiosité des femmes et des hommes, de comprendre les humaines et les humains, et puis l'envie de se dire, tiens, mais qu'est-ce qui fait que certaines parmi nous, malgré des conditions de vie difficiles, trouvent une lumière intérieure et une motivation à avancer, alors que d'autres semblent ne pas le trouver. Donc il y avait ce questionnement qui était déjà là. Et puis en même temps, l'enfance, pour beaucoup d'entre nous, c'est une période contrastée dans laquelle on peut vivre beaucoup de douleurs, de blessures et de souffrances, et aussi beaucoup d'émerveillement, de joie. Moi, j'ai vraiment les deux. J'ai des souvenirs autant de beauté, surtout de la nature, et aussi de beaucoup de douleurs. Et une première partie de ma vie, elle n'a pas été tellement cette locomotive, ça a plutôt été le contraire, c'est-à-dire que j'étais poussé par l'arrière, par la fuite au fond quelque part de ce que je ne voulais pas vivre. Et puis il m'a fallu peut-être me réconcilier avec ces blessures-là et faire ce travail de retrouver, de regarder, de faire la paix avec tout ça pour retrouver justement ce qui m'attire de l'avant. Et je pense vraiment à Rumi qui disait que la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous, mais pour cela il faut être d'accord, d'être connecté à la blessure, sinon il n'y a pas de lumière qui rentre. Et puis la deuxième partie de l'aventure, c'est, et c'est ce que Christiane Singer raconte, c'est laissez-vous être silencieusement attiré par la force étrange de ce que vous aimez vraiment. Et donc la paix avec le passé, c'est la perspective de pouvoir être attiré par la beauté du présent et de l'avenir. Et ça me fait penser à une chose qu'elle évoque souvent en interview. Elle dit qu'on doit apprendre à se laisser traverser aussi par la douleur et à ne pas la fuir pour pouvoir la vivre et la vivre presque avec intensité. Vous en pensez quoi ? Alors moi, personnellement, je pense qu'il faut toujours faire attention au dolorisme et qui serait une forme de glorification de la douleur, parce que celles et ceux d'entre nous qui vivent ou qui ont vécu des douleurs terribles savent que voilà, c'est pas du tout souhaitable et que moi je ne souhaite à personne de vivre de grandes douleurs. Alors cela étant dit, ce n'est pas en contradiction avec son message qui est très très juste et très beau, c'est que lorsque la douleur est là, une douleur physique, une douleur morale, le fait de tenter de lutter contre elle, de la supprimer, de ne pas vivre par exemple d'émotions contradictoires, difficiles, a un effet paradoxal. Et donc ça nous coupe de la vie, puisque la douleur est là. Lorsque je lutte contre, au lieu de me laisser traverser, je vais en fait consacrer toute mon énergie à ça, et je suis paradoxalement prisonnière de tout ce contre quoi je lutte, dans la mesure de l'énergie que je mets à lutter. La libération, elle vient du fait d'être d'accord. Ça, c'est le oui dont vous parliez, et donc lorsque je suis d'accord, parce que je n'ai pas le choix, pas parce que je le souhaite, mais parce que je suis d'accord de me laisser traverser par tout ce qui est là, la douleur, les émotions difficiles, l'anxiété et ainsi de suite, alors je peux créer de l'espace en moi. Et donc dans cet espace, s'il est vaste, il y a de la place pour la douleur, mais aussi pour le reste. Donc il y a de l'espace pour les émotions positives, pour l'amour, pour la compassion, pour la joie, parce que sinon la douleur prend toute la place. Il n'y a place pour plus rien d'autre. Mais justement, quand elle parle d'amour, et elle parle très souvent d'amour, elle insiste sur le fait de ne pas chercher à se protéger pour pouvoir savourer pleinement la plénitude de l'instant. Comment on fait alors avec toutes ces protections qui nous empêchent ? À nouveau Rumi, je trouve qu'il résonne très bien avec Christiane Singer. Rumi disait « Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Voilà. Alors, on n'a pas besoin de faire grand-chose, je crois, parce que la vie, elle nous le ramène. Moi, je suis bien placé pour en parler. J'apprends la plupart du temps par des baffes et des chocs. Bon, c'est pas très chouette, mais ça va mieux avec le temps. Et donc, c'est comment je peux être ouvert à ça à un moment, me rendre compte qu'au fond, tout ce que je crois me protéger m'alourdit. C'est comme une armure, au fond. Mais lorsque je veux traverser un fleuve, l'armure, elle va me noyer. Ou lorsque je veux embrasser, prendre quelqu'un, ma compagne, mon enfant dans mes bras, l'armure, elle m'empêche de le faire. Et donc, nous rendre compte de cette armure-là, c'est déjà le premier pas. Savoir qu'elle est là. Et je crois que c'est le pas le plus important. On parle souvent de lâcher prise, mais en réalité, ce qu'on devrait souligner, c'est à quel endroit es-tu agrippé, Ilios ? Et puis, avec un peu de tendresse, regarder ce qui est agrippé. Alors, parfois, ça semble un peu magique, ça lâche prise. Et dans tout ce qu'elle transmet, et vraiment ce qu'elle nous lègue est immense,
qu'est-ce qu'il y a de plus précieux selon vous ? Cette importance de l'amour. Et que la seule chose qui vaille la peine, au fond, elle le dit autrement, plus joliment, mais à la fin, c'est d'avoir aimé. Et je pense que la vie de Christiane Singer, c'est ça. C'est une flamme brûlante de l'amour, une flamme qui a brûlé très vite. Elle a vécu qu'une 60aine d'années, évidemment, mais une flamme qui a illuminé les personnes qui étaient autour d'elle, une flamme bien vivante. Et lorsque on la regarde, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on lit un de ses livres, je pense qu'on ne peut pas ne pas être inspiré. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai pensé à un extrait qui parlait justement d'amour et qui est, je crois, d'un livre qu'on ne trouve plus. Mais j'ai cet extrait ici et j'espère qu'il est bien correspondant. Le monde ne tient debout que par la conspiration de l'amour. Tout ce qui fait du bruit autour de nous, dans le vrombissement des actualités, délimite l'exact périmètre de ce qui n'est pas très important. Si la Terre tourne, c'est grâce à ces milliers de gestes d'amour que font les milliers de femmes et d'hommes inconnus et qui renouvellent ce matin le pacte entre la Terre et le ciel, malgré tout. Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin de la parcelle du réel qui leur est confiée, leurs enfants, leurs jardins, leurs maisons, leurs enclaves, leurs lieux de travail, sont en train de sauver le monde sans le savoir. C'est magnifique. C'est très beau. Moi, ça me touche tellement et nous pouvons sauver le monde sans le savoir dans notre manière d'être et d'agir au quotidien. Je pense que c'est vraiment une source de réconfort et c'est libérateur. Et justement, elle a beaucoup écrit. Alors pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas encore Christiane Singer, quel est le livre qui permettrait le mieux de rentrer dans sa pensée ? C'est une bonne question qui n'a pas de réponse pour moi, parce que je pense que j'ai l'impression que cette autrice, elle a écrite pour moi. J'ai l'impression qu'elle me connaît intimement et que c'est écrit pour moi. Et donc c'est difficile à dire. Et ces livres sont, voilà, ils sont tous très beaux. Et donc je pense que la lectrice ou l'auditrice, l'auditeur qui nous écoute et qui n'a pas lu Christiane Singer, ira peut-être dans une bibliothèque et regardera le rayon et laissera sa main et sa sensibilité se diriger vers le livre, ouvrira le livre et tombera au bon endroit, ou pas. Et si vous aviez l'opportunité de remonter le temps et de pouvoir la rencontrer, vous lui diriez quoi ? Je crois que je ne lui dirais rien. Mais je crois que ce que je ferais, en tout cas je serais très content, c'est m'approcher d'elle. Alors je ne sais pas si elle aura envie de me prendre dans ses bras ou pas. Et puis je crois que j'aurais envie de m'asseoir près d'elle et puis de bénéficier de sa présence. J'aurais plutôt envie d'écouter ce qu'elle est là à partager, ce qu'elle est là à dire et de me nourrir en fait à la sagesse de ses mots et peut-être même à la profondeur de ses silences. Merci. On va passer maintenant à Joanna Macy. Donne-moi des ailes. Peu de personnes ont traversé les guerres, les crises environnementales et les deuils personnels avec autant de sagesse et d'optimisme que Joanna Macy. Cette éco-philosophe et militante écologiste américaine est née en 1929. Elle est titulaire d'une thèse en études des religions et est spécialiste du bouddhisme, de la théorie des systèmes et de l'écologie profonde. Joanna Macy se définit comme une activiste et elle devient rapidement porte-parole internationale de la cause antinucléaire, de la paix, de la justice et de la défense de l'environnement, rien que ça. Mais en plus de son engagement, on ne compte pas ses autres casquettes comme professeure d'université, autrice, conférencière ou encore traductrice de l'œuvre du poète allemand Rainer Maria Rilke. Elle a consacré sa vie entière à lutter pour les causes qui lui semblaient justes. À travers le monde, des milliers de personnes s'inspirent de son héritage théorique, surtout de ce qu'elle appelle le travail qui relie,
un répertoire de pratiques d'éco-psychologie pour prendre soin de nos éco-émotions et aller vers un changement de cap. Pour elle, les humains se coupent de leurs sentiments par peur de souffrir face au changement climatique. Et elle est convaincue que la solution viendra en acceptant la douleur et en allant dans l'action. Encore aujourd'hui, âgée de 94 ans, elle continue à s'exprimer et à défendre ses idées. On termine d'ailleurs cette bio par une de ses citations et notre petit doigt nous dit que vous l'aimerez beaucoup. Si le monde doit être guéri par des efforts humains, je suis convaincue que ce sera par des gens ordinaires, des gens dont l'amour pour cette vie est encore plus grand que leur peur. Alors Ilios Kotsou, pourquoi avoir choisi de nous parler de Joanna Macy aujourd'hui ? J'aime vraiment beaucoup, je suis très inspiré par Joanna Macy pour les raisons que vous avez soulignées dans la biographie. Au fond, c'est une personne qui partage beaucoup de choses qui me touchent. D'une part, elle a un aspect de réflexion important, et donc par son doctorat, mais aussi par toutes les autres choses qu'elle a étudiées, mais qui est doublé par un vrai engagement sur le terrain. Donc elle n'est pas restée dans sa tour de l'université, elle est engagée sur le terrain. C'est une femme d'action lucide qui voit l'état dans lequel le monde est, et en même temps qui a cette énergie incroyable. Moi, quand je la vois, alors je ne la connais pas, mais je l'imagine sur les barricades en fait. Elle n'est pas en train de se morfondre, et dans le monde dans lequel on vit, y compris des gens qui sont touchés par la cause de l'environnement. Souvent, c'est très séparé. Il y a celles et ceux qui vont agir à la Greenpeace, je veux dire, qui vont aller grimper sur les centrales nucléaires. Et puis, il y en a d'autres, mais qui vont dire tout est foutu, préparez-vous et préparez-vous intérieurement parce qu'il faut s'adapter. Et Joanna Macy, elle ne choisit pas un côté ou l'autre. Elle est et dans l'action, et dans la réflexion, et dans la lucidité. Et donc, j'aime beaucoup ça. Et quelles sont les clés qu'elle nous donne pour ne pas nous décourager ? Elle en donne beaucoup, puisqu'elle c'est elle qui a formalisé quelque chose qu'on appelle aujourd'hui le travail qui relie, et qui est une forme de processus en 4 étapes qui est très partagé, et bien heureusement, et qui nous invite justement à ne pas oublier, lorsqu'on est confronté à de si grandes difficultés, à nous enraciner, comme elle le dit d'abord, dans la gratitude. Et au fond, bien sûr qu'il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais il y a aussi plein de choses pour lesquelles on peut encore dire merci. En commençant peut-être par le fait que nous sommes encore vivantes, qu'il y a encore des plantes autour de nous. En fait, ce monde est incroyablement beau, si on le regarde. C'est toujours dangereux de donner des leçons, mais elle n'est pas à nouveau, c'est pas être donneur de leçons. C'est parce que tu es touché que tu vas te mettre en route avec d'autant plus d'énergie. Et donc, voilà une première étape incroyable. Superbe. Alors, dans la dernière partie de notre ouvrage « Donne-moi des ailes », on a listé des archétypes en fait qui pouvaient permettre aux personnes qui sont en manque d'inspiration au féminin de pouvoir peut-être trouver des inspiratrices. Et quand on a vu la date de naissance de Joanna Macy, en fait, elle est très proche finalement. Elle a l'âge qu'aurait peut-être votre mère aujourd'hui, et votre mère que vous avez perdue très tôt. Votre mère qui était aussi une grande activiste. Alors on se demandait, est-ce que Joanna Macy, elle avait peut-être aussi cette figure, elle faisait office de figure peut-être maternelle de mère qui vous inspirait? Alors oui, c'est possible. C'est vrai que ma mère était aussi engagée contre le nucléaire, les manifestations qui ont lieu à Londres à l'époque, et ainsi de suite, à la même époque d'ailleurs que celle-là. Et puis en même temps une femme de théâtre, et donc le lien entre quelque part comme Joanna Macy, une vie intérieure, la poésie, le théâtre et l'engagement. Je crois qu'il y a quelque chose qui peut être de là, et c'est vrai qu'une partie, que ce soit du côté masculin ou féminin, des personnes qui m'inspirent, l'ont fait par les livres. Et donc, oui, je crois qu'on peut voir Joanna Macy comme ça, comme une de mes mentors précieuses. Moi, j'ai été très frappée en la découvrant, et merci de me l'avoir fait découvrir, que elle pense qu'en fait, que les humains ne sont pas indifférents au désastre écologique, mais que c'est plutôt un mécanisme de protection qui fait qu'ils sont dans le déni. Et je trouve ça vraiment inspirant. Et qu'est-ce que ça change de voir les choses comme ça ? Je pense que c'est très important, parce que ça change la vision qu'on a de l'être humain. Et à nouveau, Joanna Macy a une vision, c'est peut-être pas le bon mot que je vais utiliser, mais une vision lumineuse au fond, de qui nous sommes, de ce que nous pouvons devenir, vers où nous pouvons aller, et lucide en même temps, bien sûr, parce que lucidité vient de lumière, donc ça va bien ensemble. Et donc plutôt que de voir les personnes humaines comme étant des personnes complètement égocentriques, coupées de tout, et qui veulent juste profiter et consommer,
On peut les voir comme étant, voilà, comme d'autres animaux d'ailleurs, des personnes plutôt qui sont en lien, qui ont envie d'être en lien, qui préfèrent, en général, quand elles peuvent choisir, ces personnes-là, faire quelque chose de bien, au fond, et prendre soin, mais qui, par un contexte, voilà. Et c'est pas seulement le fait que ce soit menaçant, le déni, c'est dû à différentes choses, évidemment. Ce qui est menaçant, eh bien, c'est pas qu'on préfère ne pas y penser. C'est une drôle d'expression. C'est qu'au fond, il y a un mécanisme de protection automatique qui va faire qu'on n'y pense pas, tout comme nous ne sommes pas équipés pour penser à notre propre mort. Et là, la situation, elle nous invite à penser quelque part, pas seulement à notre mort, à la mort de la civilisation, peut-être tout entière. Pas de la planète, parce que le vivant, il s'en sortira certainement après nous. Et donc c'est menaçant, mais il y a aussi la question du temps, de la temporalité. C'est que on n'est pas construit réellement pour se rendre compte de l'impact des choses à moyen et long terme. Et on voit ce qui se passe à court terme. Et à court terme, la situation n'est pas si catastrophique pour la plupart d'entre nous. Parce que devant chez nous, il y a encore des arbres, parce qu'il pleut encore. Alors bien sûr il faut savoir que dans le monde, il y a des millions de femmes et d'hommes qui souffrent aujourd'hui des conséquences de ces problèmes de biodiversité, de climat. Mais il y a la plus grande partie du monde, elle peut encore continuer à vivre. Et donc, comme on ne voit pas l'impact direct, alors la motivation à changer, elle n'est pas très forte. Ce n'est pas si facile. Ce que je trouve très singulier dans l'approche de Joanna Macy, finalement, de faire cette écologie émotionnelle. Et vous qui êtes un expert des émotions, comment est-ce que ça résonne en vous, ça ? Je pense que c'est une très jolie et juste expression. On peut penser à plein de formes d'écologie. C'est la connaissance de la maison, en fait. L'écologie, c'est la connaissance de la maison. Alors, l'écologie qu'on connaît le plus, c'est celle qui nous parle de la maison, notre grande maison commune, c'est le biosphère, la Terre. Mais on oublie parfois cette écologie parfois relationnelle, dans laquelle il y a des émotions, et puis cette écologie intérieure. Et donc, quand on parle d'écologie, on peut parler de biodiversité, mais on peut aussi parler d'émodiversité. Il y a des études aujourd'hui qui tendent à montrer que ce qui est important, ce n'est pas tant d'avoir uniquement de l'affect qu'on va appeler positif, mais d'avoir justement une forme de diversité à l'intérieur de nous. Et cette diversité-là, comme dans les écosystèmes extérieurs, elle nous rend plus résilientes et résilients. Et donc une invitation à ne pas tenter de garder très loin hors de nous tout ce qui a trait plutôt à des états d'âme qu'on recherche moins, comme étant la tristesse, comme la peur et ainsi de suite, mais de se dire que tous ces états d'âme-là peuvent avoir une utilité et une place. Et à nouveau, bien sûr, soyons nuancés, on ne souhaite à aucune personne d'être complètement dépassée. Lorsque je suis sous le coup d'une dépression, d'une anxiété généralisée, c'est pas souhaitable. Mais avant d'en arriver là, peut-être, nous pouvons travailler à cette écologie émotionnelle et à apprivoiser ce qui se passe en nous. Et peut-être, plus qu'apprivoiser, à apprendre à vivre en bonne entente avec ce qui vit en nous. Ce qui est beau avec elle, avec Joanna Macy, c'est qu'elle nous invite à voyager dans plein de disciplines, l'écologie, la psychologie, et ça nous fait penser à qui vous êtes, une personne qui sait faire des ponts entre des disciplines très différentes pour offrir votre vision très singulière. Ça vous parle ? C'est gentil. En tout cas, j'aime beaucoup les liens et j'aime beaucoup les ponts. Cette expression jolie, la vie mettra des pierres sur ton chemin, elle en a mis sur le mien et sur celui de beaucoup d'entre nous qui écoutons, qui sommes là. Et la question, c'est est-ce qu'on va en faire des murs pour se protéger et se barricader des autres, ceux qui sont différents, de couleur de peau, d'orientation de genre, et ainsi de suite, ou est-ce qu'on va en faire des ponts ? Et j'adore les ponts. Et puis les ponts entre les idées. Après, il y a une question quand même qui est très importante, et Joanna Macy, je pense, n'est pas tombée dans le piège, c'est que lorsqu'on fait des liens ou des ponts, il faut les faire de manière rigoureuse. Et dans le monde dans lequel on a aussi beaucoup de personnes, des auteurs et des gens comme ça dans le monde, ou du développement personnel ou ailleurs, oui, qui parlent de tout, mais qui en fait disent un peu n'importe quoi, et pour finir, on ne parle de rien. Et dans un monde, il est ultra spécialisé, mais aussi parce que c'est difficile la connaissance et la science. Il faut beaucoup, beaucoup d'années avant de connaître une seule chose. Et donc faire des ponts, c'est génial. Après, la question, c'est est-ce qu'on peut être rigoureuse et rigoureux lorsqu'on fait des ponts ? J'essaye de l'être, évidemment. C'est comment on trouve cet équilibre-là. L'importance des liens, mais aussi l'exigence de la rigueur. Merci pour cet éclairage. On l'a dit, l'engagement est vraiment au cœur de la vie de Joanna Macy. Comment ça résonne en vous, cet engagement ? Chez moi, je me dis que la question de l'engagement, si on pense à ça, c'est plus une question de sensibilité, de me dire si je suis présent à ma vie, aux autres, ouvert, je suis connecté aux autres. Donc ça devient une évidence. Non, on partage la même planète, on vit avec d'autres personnes. Voilà, je ne vais pas sauver l'humanité, mais en même temps, comment je peux raisonner avec ça ? Parce que c'est vrai.
parce que c'est le hasard de l'existence, c'est ce que je pense en tout cas, qui m'a jeté quelque part, avec la chance, le privilège d'avoir un passeport qui me permet de voyager facilement, un système social qui, quand bien même je travaillerais pas, j'aurais un filet de protection. La seule différence que je vois, c'est la chance, c'est tout. Et alors, elle qui s'est beaucoup engagée à donner, si nous, on veut recevoir ce qu'elle a à transmettre, comment on fait ? C'est génial, il y a tellement de ressources différentes. Il y a ces livres d'abord, ce très beau livre s'appelle « L'espérance en mouvement ». Rien que le titre, c'est tout l'agenda de Joanna Macy. Donc il y a bien cette question d'espérance et c'est très beau. Je ne sais pas comment est la traduction, mais c'est pas l'espoir. Donc c'est pas juste de dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, l'espérance, c'est un processus à nouveau. Et donc en mouvement, donc elle nous dit « mets-toi en route au fond ». Si tu veux que les choses changent, ça dépend aussi de toi. Ça dépend de chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas seuls. On partage ça avec des millions d'autres femmes et hommes. Et donc voilà, ce livre-là très beau. Elle a un livre sur l'éco-psychologie en pratique qui donne plein d'exercices, qui est très très beau aussi. Et puis il y a beaucoup de femmes et d'hommes, comme justement Caroline ici, qui partagent dans des ateliers ce processus du travail qui relie. Et je crois que la meilleure manière, au fond, c'est toujours d'expérimenter les choses. Moi, j'ai eu la chance de le faire, de l'expérimenter. Et donc, quand on passe au travers de ce processus-là, on se rend compte de ce qu'il a à nous apporter. Après, aujourd'hui, quelle chance on a par rapport à celles qui nous ont précédés. Il suffit d'aller sur Internet, on tape Joanna Macy et on va tomber sur un ensemble de ressources incroyables. Donc, nous sommes, pour cela, des femmes et des hommes gâtés. On peut avoir tellement de liens, on peut lire, on peut entendre, alors qu'à un moment, la sagesse est réservée, bien souvent, malheureusement, à des hommes, donnée par des hommes et à quelques privilégiés. Mais aujourd'hui, grâce à votre travail, on se rend compte que c'est pas vrai, qu'il y a des millions de femmes, et des femmes, pas seulement qu'elles ne pouvaient pas, elles pouvaient justement, moi c'est ce que j'ai appris avec vous, elles pouvaient justement enseigner, c'est juste que ça a été un petit peu caché, et qu'aujourd'hui, on peut être en contact avec ça, on peut vous écouter, on peut être inspiré, et c'est fantastique. Alors c'est notre question rituelle, mais si vous aviez l'occasion de rencontrer Joanna Macy, qui est encore vivante, si vous aviez l'occasion d'aller à sa table, qu'est-ce que vous aimeriez vivre avec elle ? Un atelier du travail qui relie peut-être ? Je ne sais pas si c'est le travail qui relie. Moi, je crois que, comme je la vois, évidemment, elle a un certain âge aujourd'hui. Oui, c'est peut-être une image maternelle, mais ça pourrait être presque une grand-mère. Et donc, moi, je la vois plutôt comme une sage grand-mère. Et j'aurais bien envie d'écouter les histoires qu'elle a envie de raconter. Les histoires inspirantes. Je lui dirais, tiens, mais quelle histoire nous raconterais-tu pour nous inspirer encore ? Quelle histoire tu nous raconterais pour nous donner envie de continuer à agir ? Quelle histoire tu nous raconterais pour croire encore à la beauté du monde, à la possibilité qu'on a, nous les femmes et les hommes, ordinaires, comme cette très belle citation du début, voilà, à prendre soin de cette petite planète, notre maison commune. J'aurais bien envie d'entendre ce qu'elle raconterait là. Merci beaucoup Ilios Kotsou de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies détaillées de Joanna Macy et de Christiane Singer sont à retrouver sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. À bientôt. Merci. À bientôt. Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes ? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.